Bonjour et bienvenue dans ces réflexions autour de l'assassinat des vies sans valeur sous le national-socialisme. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos et de réflexions. Tout d'abord une remarque sur les guillemets dans vie sans valeur. Vie sans valeur, c'est le jargon des nazis. Les nazis ont forgé un mot qui n'existe pas en allemand, qui est Lebensunwert. Lebenswert existe et ça signifie qui est digne d'être vécu. Les nazis lui ont fait dire qui est digne de vivre. Ils sont allés jusqu'à forger la négation, Lebensunwert, qui signifie qui n'est pas digne d'être vécu, mais qui signifie également qui n'est pas digne de vivre. C'est dans ce sens-là que les nazis ont éliminé, non pas par la pensée, mais également physiquement, en les assassinant, des vies qu'ils jugeaient sans valeur. C'est ce que nous allons voir à travers ce cycle de conférences. Le nom de code pour désigner cette action, qui était une action secrète d'assassinat de personnes, on a assassiné à peu près 70 000 personnes en Allemagne, c'est donc des nazis qui tuent des handicapés et des malades allemands, entre 40 et 41. C'est ce qu'on a appelé l'action T4, nom de code qui vient de la centrale berlinoise qui était à la Tiergartenstraße 4, donc au numéro 4 de la Tiergartenstraße, près des jardins zoologiques. Nom de code T4 comme Tiergartenstraße 4. Revenons d'abord à la chronologie. Les événements de 1940 commencent bien avant et s'annoncent dès la victoire du national-socialisme. En 1933, après l'accession au pouvoir, les nazis promulguent toute une série de lois qui vont déterminer l'évolution des régimes à venir. Ils suppriment les partis, entre autres. On va créer la possibilité de créer des camps de concentration à travers des arrestations arbitraires. On sait moins qu'il y a aussi des lois visant les malades, visant les handicapés. Alors, les nazis sont obsédés par l'hérédité. Et pour eux, le handicap est héréditaire, et c'est une question d'hérédité. Donc, pour les nazis, il s'agit non pas de soigner la personne handicapée, mais de soigner le peuple allemand, et de soigner le peuple allemand en éliminant les individus au sein du peuple allemand qui ne correspondent pas à la norme. Il est donc somme toute logique que le 14 juillet 1933, la date là aussi n'est sans doute pas choisie au hasard, on a l'adoption d'une loi, je cite, sur la prévention d'une descendance héréditairement malade, que l'on appelle également couramment loi de stérilisation. En allemand, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Erbkrank signifie malade d'un point de vue héréditaire, signifie qu'il va transmettre par son hérédité son handicap ou sa déficience. Vous avez ici la promulgation du texte de loi. On retrouvera les 8 causes de stérilisation forcée, dont on sait aujourd'hui que seule la danse de Saint-Guy est véritablement héréditaire, les autres ne sont pas héréditaires. Dans certains cas, vous pouvez très bien avoir cette maladie sans jamais la développer, voire sans la transmettre en tant que telle. Je précise qu'il était prévu d'éliminer les alcooliques. On n'est pas arrivé jusque-là, donc ce processus n'a pas été mené à son terme, même s'il a causé 70 000 morts entre 40 et 41. La stérilisation, qui est la première possibilité de ce qu'on appelle un eugénisme négatif, la stérilisation se fait de manière forcée. Il n'est donc pas question de demander l'accord ni des patients, encore moins de leur entourage ou de leurs soignants. La stérilisation se fait de manière forcée et elle va toucher, vous allez voir, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de personnes au cours des années. Ça veut dire que dès l'accession au pouvoir des nazis, la question héréditaire, la question du statut des handicapés, la question de l'élimination des handicapés, fait partie du programme politique. Nous allons en voir les conséquences et les répercussions précises. Le programme de stérilisation forcée va durer pendant 6 ans, jusqu'au 31 août 1939. Et on compte environ 400 000 personnes stérilisées de force. 400 000 Allemands et Allemandes
ont donc été stérilisés de force sous le national-socialisme, parce qu'on estimait qu'ils étaient déficients d'un point de vue héréditaire, parce qu'on estimait qu'ils étaient différents des autres. La phase suivante va être une phase également typique du national-socialisme, puisqu'elle va être une phase administrative. On va recenser. Avant de tuer, on recense. On va commencer par recenser les enfants porteurs de malformations ou de pathologies lourdes, notamment les polyhandicapés sévères. On va recenser également à l'autre bout de la chaîne. Nous avons d'un côté la pédiatrie, de l'autre côté, nous avons la gériatrie. Et entre les deux, nous avons la psychiatrie. De l'autre côté de la chaîne, nous allons recenser les malades mentaux dans les institutions. On va aller également, dans une étape suivante, jusqu'à recenser tous les foyers pour handicapés, mais également pour malades ou pour personnes d'un certain âge. Donc le nazisme va lancer une véritable armée administrative qui va recenser des personnes différentes dans le but, de les recenser, de les éliminer. En octobre 1939, Hitler va signer de sa main un document secret qui va être le départ officieux de l'action T4. Contrairement à la Shoah, où nous n'avons pas d'ordre de départ, nous avons ici un ordre signé du Führer qui va autoriser les médecins allemands à donner, je cite, une mort miséricordieuse, ou la grâce de la mort, en allemand c'est Gnadentod, à des patients jugés incurables par le corps médical. Il s'agit ici non pas d'une stérilisation forcée, mais d'une autorisation de tuer, non pas d'une euthanasie, parce que les nazis vont parler d'euthanasie, en allemand euthanasie, sauf que euthanasie ne signifie pas euthanasie. Pour cela, les Allemands ont le mot de Sterbehilfe, aide à mourir. Et donc ce qu'ils vont appeler euthanasie va être le droit de tuer. Et le droit de tuer des patients dont on estime qu'ils sont officiellement incurables ou bien qu'ils sont inutiles. On parlait à l'époque de mangeurs inutiles, d'existence ballast. Vous savez comme moi que le ballast sur un bateau, c'est ce qu'on jette par-dessus bord en cas de gros temps. On a ici le passage de la stérilisation forcée dès 1933 à un passage de recensement administratif dès 1939, puis ensuite à l'autorisation de tuer qui va se transformer en ordre de tuer. On va créer à ce moment-là des outils. Le premier outil créé par les nazis est administratif. Les nazis vont créer une administration dont le siège est au 4 de la Tiergartenstraße. Cette administration va regrouper les principaux médecins, les principaux spécialistes de l'époque qui vont participer à ce programme. Les médecins étaient partie prenante du national-socialisme, c'est assez connu d'un point de vue sociologique. On va créer également des lieux de mort, des lieux d'assassinat. Des noms que vous ne connaissez peut-être pas, Brandenburg, Grafenegg, Hartheim, Sonnenstein, puis Bernburg et Hadamar. La plupart du temps, il s'agissait de foyers pour handicapés, donc des lieux de vie qui ont été transformés en lieux de mort. Ces lieux de vie ont été équipés, déjà ils ont été vidés de leurs patients, ensuite ils ont été équipés d'une chambre à gaz, au monoxyde de carbone, et d'un crématoire afin de brûler les corps. Dès 1940, on trouve donc l'association chambre à gaz crématoire afin de tuer les handicapés et les malades allemands. La fin officielle de l'action T4 est due, d'après les historiens, à un sermon de Monseigneur von Galen, évêque de Münster, qui a dénoncé en chair les meurtres des patients des asiles au nom du respect de la vie. On retiendra qu'entre janvier 40 et août 41, les nazis auront tué plus de 70 000 handicapés et malades allemands sur l'ensemble du territoire du Reich. Voici, afin de situer ces lieux d'assassinat, les différents centres de T4, soulignés en bleu. Vous remarquerez que ces centres se situent sur le territoire du Reich. Ils ne sont donc pas cassés, ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas camouflés, ils sont bien présents.
Ils sont également répartis d'un point de vue géographique, au nord, au centre, au sud. C'est donc l'ensemble de la superficie du Reich historique qui est équipé de centres de mise à bord. Voici une photographie de Hartheim, en Autriche annexée, dont je suis spécialiste par ailleurs. C'est la seule photographie de la cheminée du crématoire fumant. Il s'agit d'un château Renaissance, qui était un ancien foyer pour handicapés, dans lequel on a gazé des handicapés et des malades. Ceci est la seule photo existante montrant la fumée du crématoire. On dispose d'une autre photo, cette fois-ci de Hadamar, qui se situe au nord-ouest du Reich, et qui est beaucoup plus dans le village ou la bourgade, ce qui montre, s'il le fallait, que ce phénomène-là ne pouvait pas être inconnu de la population, du moins de la partie de la population qui était voisine de ces centres-là. Officiellement, il ne s'agissait pas d'assassinat, officiellement il s'agissait de mort naturelle, la famille étant prévenue. Nous allons voir cette dissimulation administrative dans une série suivante consacrée à la banalisation du mal, à la banalisation administrative des crimes nazis. L'action T4 est à la fois un prolongement de la stérilisation, puisque la stérilisation relève de ce qu'on va appeler l'eugénisme négatif, c'est-à-dire on va interdire la reproduction de certaines catégories de population, en sachant que l'eugénisme négatif ultime, c'est l'élimination de ces catégories-là. Donc on part de la stérilisation pour aller à l'assassinat. C'est aussi le début d'autres processus. Ces d'autres processus, d'abord il serait illusoire de croire que T4 s'arrête. T4 ne s'arrête pas, ça s'arrête effectivement dans les chambres à gaz, pour autant que l'on sache. Les assassinats de patients continuent, et ils continuent par les médecins dans les institutions de soins. Et ils auront continué jusqu'à la fin de la guerre, les médecins espérant d'ailleurs, les médecins nazis espérant d'ailleurs que T4 serait reprise, une fois la guerre gagnée par l'Allemagne nazie. Donc T4 va continuer par d'autres moyens, on va tuer les patients dans les hospices, dans les hôpitaux, et cette fois-ci c'est le corps médical qui va prendre en charge ces assassinats. L'action 14F13 est une autre action d'assassinat de masse, cette fois-ci dans les chambres à gaz. C'est à la fois logique et paradoxal, puisque le Reich nazi dispose en 40 et 41 de 6 centres d'extermination qui, brusquement, après la fin officielle de l'action T4, se retrouvent sans affectation. Ces centres vont donc être affectés, cette fois-ci à la nébuleuse concentrationnaire. Ce sont les camps de concentration qui vont utiliser 3 des 6 centres de T4. C'est ce qu'on appellera l'action 14F13. Cette fois-ci, ce sont des détenus, ce sont des concentrationnaires qui sont gazés. À partir de 41, 42, à Hartheim, cela reprendra même en 44. Un prolongement suivant, et cette fois-ci plus lointain et qui va nous rapprocher de la Shoah, c'est ce qu'on a appelé l'action Reinhardt. Les équipes, aussi bien techniques, si l'on peut dire, que administratives des centres de T4 vont être mobilisées à l'Est. Ils vont être mobilisés à l'Est où ils vont mettre en service des centres, cette fois-ci d'extermination, destinés à la Shoah. Cela va se faire en 41-42, et les centres que nous aurons mis en service dans l'action Reinhardt à partir de T4 sont Belzec, Sobibor, Treblinka. C'est-à-dire qu'il y a une continuité directe entre Belzec, Sobibor, Treblinka et l'action T4, puisque cette fois-ci, on assassinera certes un ordre de grandeur bien plus grand, et cette fois-ci, on assassinera non pas des handicapés et des malades allemands, mais des juifs dans le cadre de la solution finale. Voici la localisation de ces centres.
Treblinka, Sobibor, Belzec. Vous remarquerez que par rapport au centre de T4, cette fois-ci, ces centres sont cachés. Ils sont le plus loin possible du centre du Reich, près de la frontière soviétique. Il s'agit donc d'une autre forme d'extermination. Il s'agit donc d'une extermination qui, cette fois-ci, n'était pas destinée à être visible, même de la population allemande, que donc on a sciemment écarté du territoire du Reich allemand en le mettant sur les bordures du Reich allemand. Si vous désirez approfondir ce sujet, vous trouverez des articles de fond dans le dossier spécial de la revue d'histoire de la Shoah, édité par Georges Bensoussan et votre serviteur, qui fait le tour de la question, qui parle également du biopouvoir nazi et de cette idéologie du biopouvoir nazi avec toutes ses conséquences, et qui montre comment ces actions, notamment l'action T4, ont conduit à la Shoah. Si vous désirez approfondir les gazages concentrationnaires, je vous renvoie à mon ouvrage « Gazages concentrationnaires au château de Hortheim », paru aux éditions Tiresias, Michel Reynaud, à Paris, où vous trouverez le passage, cette fois-ci de T4 à 14F13, et l'application de ces processus d'assassinat à l'univers concentrationnaire. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Merci.